Alors, Benjamin Stora, il y aurait donc 5 millions de Français qui seraient touchés directement ou indirectement par la guerre d'Algérie. Vous-même, dans Les Clés retrouvées, vous avez un récit très intime, vous avez raconté comment vous avez dû partir à l'âge de 11 ans de Constantine, donc le traumatisme du choc. Donc vous avez vous-même une mémoire de cette Algérie coloniale, en tout cas. Et il y a une multiplicité de mémoires sur lesquelles vous revenez dans ce livre, Les Mémoires dangereuses, que vous avez écrit en fait en 1999, mais que vous reprenez l'année dernière, enfin cette année, avec un dialogue en préambule avec l'écrivain Alexis Génie. Alors l'idée de ce livre, c'est de montrer qu'effectivement, il y a une multiplicité de mémoires, contradictoires, douloureuses et, dites-vous, dangereuses au pluriel. Et ces mémoires sont au fond des représentations politiques de la France. Elles structurent même peut-être le champ politique. Pouvez-vous nous dire d'abord quelles sont ces mémoires, quelle sont la variété de ces mémoires? Un mot d'abord, avant d'aborder la question des mémoires elles-mêmes, c'est le problème de l'oubli de la guerre d'Algérie après 1962. Il y a eu cette nécessité peut-être d'oublier l'Algérie en France pour avancer vers d'autres histoires, d'autres problématiques. N'oublions pas que c'était la France des années 60, la France des 30 Glorieuses, et puis 68 est arrivé très vite, et puis il y a eu la reconstruction de la gauche, le congrès d'Épinay, enfin bref, l'histoire est allée très vite, et puis on est arrivé en 81, enfin bref. Et donc l'Algérie est revenue tout au long des années 80-90, portée précisément, pour répondre à votre question, par une série de mémoires contradictoires. Elle est revenue, portée bien sûr d'abord par le groupe mémoriel à mon sens le plus nombreux, celui dont on parle le moins. Ce sont les soldats, les appelés de la guerre d'Algérie, les soldats, et puis officiers, sous-officiers, plus d'1,5 million d'hommes nés entre 1932 et 1942 qui ont fait l'Algérie, qui sont allés en Algérie, quelquefois 30 mois pour certains d'entre eux, c'est considérable. Ils avaient 20 ans, pour paraphraser le titre du film de René Gauthier, avoir 20 ans dans les Aurès. Il y a une seconde mémoire aussi très importante, celle des Pieds Noirs, 1 million environ de personnes qui ont quitté l'Algérie entre 1961 et 1963, c'est considérable, qui ont été arrachés à leur terre natale, qui ont vécu cela comme un traumatisme et un exil, et qui ont longtemps porté cette mémoire de l'Algérie sur le modèle de la nostalgie, ce qu'on a appelé la nostalgéria, c'est-à-dire la nostalgie de la terre perdue, et puis la mise en accusation aussi de la France dans l'abandon, voire la trahison, etc. Et puis il y a une troisième mémoire, qui est les enfants qui ont porté cette mémoire dans les années 80 et 90, ce sont ceux de l'immigration algérienne en France, qui sont devenus et qui sont montés en puissance, devenus de plus en plus nombreux dans la société française, tout au long des années 80-90, par exemple, ce qu'on a appelé, entre guillemets, le mouvement Beurre, par exemple, pour l'égalité politique, avec la création des organisations antiracistes, etc. Bref, on a eu 3 types de mémoires, à quoi il faut ajouter d'autres mémoires, bien sûr, celle des enfants de Harki, celle des enfants de militants engagés contre la guerre d'Algérie. C'est aussi quelque chose de très important. Oui, les Pieds Rouges. Ce qu'on a appelé les Pieds Rouges, ou d'autres encore, des militants politiques appartenant au mouvement des jeunesses catholiques, mouvement des jeunesses socialistes ou communistes, etc., qui ont été engagés à la faveur, disons, de l'Algérie, qui a été un grand moment de rupture dans leur vie, dans leur engagement. Bref, ces mémoires, elles sont... à la fois, elles s'additionnent, parce qu'elles sont un point commun, c'est l'Algérie bien sûr, mais contradictoires, parce qu'elles n'ont pas le même rapport au passé et à cette histoire. Alors justement, une de ces mémoires extrêmement prégnantes dans le discours politique jusqu'à aujourd'hui, peut-être depuis les années 20, c'est celle qui occupe le Front National. Vous avez, alors je voudrais lire un texte que vous relevez, qu'en 1988, Jean-Marie Le Pen, évoquant directement la guerre d'Algérie dans un meeting, s'exclame « Je voudrais dire à un certain nombre de beurs, justement vous parliez justement des beurs, de beurs arrogants que certains des leurs sont morts pour leur donner une patrie et non pas pour qu'ils viennent dans le nôtre. » Donc effectivement, vous montrez bien qu'il y a une sorte de glissement idéologique chez Jean-Marie Le Pen. La référence était Vichy, la collaboration, et doucement, ça va se déplacer sur l'Algérie française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, au fond, cette mémoire d'Algérie va structurer le discours et comment le positionnement du Front National va utiliser le prisme de l'Algérie française? Je ne sais pas si on peut parler de glissement, parce que Jean-Marie Le Pen appartient précisément à la génération de ceux qui ont fait la guerre d'Algérie. Donc on peut dire que l'Algérie, la guerre, la question coloniale ont littéralement hanté et habité toujours Jean-Marie Le Pen,
Par exemple, je lisais ce matin qu'il allait sortir un ouvrage, là, prochainement, et qui commence par A comme Algérie, Algérie française. Vous voyez que ça, à son âge, donc 30 ans après cette citation, il ne lâche pas. C'est-à-dire que c'est constitutif, c'est une sorte de matrice idéologique, culturelle très forte, très puissante, hein, ce rapport à l'Algérie. Donc il n'y a pas de glissement, mais plutôt une addition. Hein. On pourrait dire que le glissement s'est fait peut-être chez sa fille. Alors peut-être chez sa fille, mais histoire, dans le Front National au sens large, l'antigaullisme, la valorisation de l'Algérie française et donc du système colonial reste une constante qui n'a jamais cessé d'habiter les problématiques du Front National, c'est-à-dire la valorisation de l'Algérie française conçue comme le centre de l'empire français, de l'empire colonial, donc de la grandeur du nationalisme français, qu'on retrouvera chez certains pamphlétaires d'aujourd'hui, chez certains essayistes, à succès malheureusement, mais qui continue cette tradition, qui la perpétue, c'est-à-dire la tradition de la grandeur de l'Empire, du nationalisme français, etc. Donc voilà, disons, ce qui est quelque chose d'extrêmement important dans la pensée politique de Jean-Marie Le Pen et qui fait qu'il s'adresse aux descendants des Algériens indépendantistes, ce qu'on a appelé les enfants ou petits-enfants de l'immigration algérienne en France, pour quelque part construire sur eux, contre eux, une mémoire de revanche. C'est-à-dire, l'Algérie française a été perdue par trahison, par abandon, c'est l'antigaullisme traditionnel de l'extrême droite, hérité de Pétain, de Vichy, qui vient en complément, mais avec une sorte de rumination, de mémoire de revanche autour, disons, des thématiques de l'Algérie française. Et alors c'est là où c'est très intéressant, parce que vous dites, attention, on n'est pas, l'extrême droite française n'est pas dans un système de ségrégation d'État, comme l'apartheid par exemple, mais vous dites, ça se rapproche plus des sudistes, en faisant référence donc à la guerre de sécession qu'ils ont perdue, la guerre d'Algérie, on l'a perdue, et la volonté d'imposer la ségrégation au nord. Donc il y aurait une volonté d'imposer une ségrégation en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce parallèle? Parce que je ne sais pas si c'est votre concept à vous. C'est en lisant les romans de Tennessee Williams, en voyant des films au cinéma, bien sûr, sur les traces laissées par la guerre de sécession, et puis par les luttes menées contre l'esclavage en particulier, dans les comportements de ceux qui ont été battus, certes, mais qui n'ont jamais abdiqué, qui n'ont jamais renoncé à leurs privilèges et aux stratégies de séparation. On le voit par exemple avec un candidat comme Donald Trump aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, puisque ses partisans dans les meetings de Trump arborent le drapeau sudiste. Ils le sortent. Mais en France, vous racontez que le maire de Marignane, en 98, partage en sudiste, tout à fait. Dans un carnaval, s'habille en officier sudiste. Oui, tout à fait. Donc il y a comme ça une espèce de raccordement qui s'opère dans le sens où il y a l'acceptation, quelque part, de cette histoire, bien sûr, qui s'est accomplie maintenant. L'Algérie est un État indépendant, etc. Mais et la France n'est pas une société coloniale, mais il y a des comportements, mais il y a des façons d'être, il y a des représentations, un rapport au monde qui est hérité de cette période. C'est-à-dire, il y a certes l'égalité, mais vivons séparément. Égaux, mais séparés. C'est à peu près la thématique portée par ceux qu'on a appelés, ceux qui sont des sudistes, disons au sens large, qui acceptent le principe démocratique, bien entendu, mais appliqué qu'à une minorité ou appliqué dans une stratégie dite de séparation. C'est ça, l'assimilation est impossible. Oui, l'assimilation est impossible, l'intégration, bien sûr, encore moins. Et donc, à partir de là, la seule stratégie possible, c'est le différentialisme, c'est la différence et la séparation. Sans le dire, bien entendu, de manière aussi claire, mais c'est ce qui est et ce qui ressort de la plupart, disons, des discours qui sont ceux de l'extrême droite traditionnelle, articulés autour de la mémoire de l'Algérie française et de la question coloniale. Alors, de l'autre côté du spectre, il y a une montée, il y a un phénomène identitaire aussi. Alors, en quoi ce phénomène identitaire qui touche plutôt la seconde génération des enfants d'immigrés algériens, en quoi la guerre d'Algérie joue un rôle? La mémoire, le souvenir de la guerre d'Algérie joue un rôle? Ça joue le rôle d'un marqueur identitaire puissant dans la mesure où, disons-le aussi franchement, il n'y a pas de relève idéologique collective. Donc on va se réfugier dans le passé. Vous savez, on vient de parler à l'instant
d'une droite extrême qui se réfugie dans un passé assez proche, mais il y a aussi, sur d'autres secteurs de la population, le fait de se réfugier dans ce passé, de le glorifier, de le reconstruire, de le fantasmer, bien entendu, et pour les petits-enfants, car nous ne sommes plus au stade des enfants, c'est fini, les enfants c'était les années 80, aujourd'hui on est en 2020, 2016, donc ce sont les petits-enfants. Eh bien pour les petits-enfants de cette immigration, il y a peut-être aussi cette volonté d'héroïser ce passé, de le magnifier, d'être un espèce de marqueur qui permet de retrouver une forme, disons, de respectabilité, de dignité politique à l'intérieur de la société française. Et donc la guerre d'Algérie, effectivement, joue ce rôle. Pas totalement, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer la chose, mais ce sont des traces qui existent, bien entendu. C'est des traces qui existent notamment en rapport à la mémoire des pères, donc de la fidélité, de s'inscrire dans une sorte de filiation, de généalogie, dans une situation où on se considère comme français à part entière, mais voulant rester fidèle à la mémoire de ses grands-parents. Et alors, pour aller encore plus loin, mais Daesh en revanche, les djihadistes, si vous voulez, eux, ne font pas référence à la guerre d'Algérie. Ils se posent dans une tradition millénariste, dans un courant millénariste. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle Daesh, l'État islamique, etc., quelque part sont en rupture avec le nationalisme algérien. C'est-à-dire que le nationalisme algérien, c'est la conquête de souveraineté dans un territoire précis, etc. Les islamistes radicaux d'aujourd'hui ne prônent pas le nationalisme, mais plutôt, entre guillemets, le transnational. Donc ils ne sont pas d'accord avec les nationalistes quelque part. Ils sont en opposition avec l'idée d'État-nation fondamentalement, puisqu'ils veulent effacer les frontières pour construire la Oumma islamia. Donc par conséquent, ceux qui sont les descendants de ces islamistes radicaux, quelque part, ne s'inscrivent pas, eux, dans cette généalogie. Ils sont en rupture, au contraire, avec des traditions familiales, avec des discours familiaux, avec des pratiques d'intimité, de vie privée, etc., pour, au contraire, donner une forme de radicalité extrême à l'islam, au nationalisme, au transnational, etc. Donc, ce n'est pas la même chose, bien entendu. Alors, pour conclure, où est-ce qu'on peut trouver un espace commun? Parce qu'au fond, ce qui manque, l'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de récit national qui puisse prendre en compte cette guerre d'Algérie et ses mémoires contradictoires. Comment faire? Comment sortir de là? Et en quoi c'est important? Bien là, c'est la question évidemment que vous posez qui est décisive, c'est-à-dire, c'est plus d'histoire. C'est-à-dire que l'histoire et le récit national français doivent s'enrichir de l'histoire des autres, notamment de cette histoire qui a été une histoire française, qui a été l'histoire coloniale, mais aussi une histoire anticoloniale, parce que dans la colonisation, il y a eu aussi la décolonisation. C'est là où vous dites il faut agrandir l'histoire. Il faut agrandir l'histoire. C'est d'ailleurs Alexis Génie qui le dit dans le dialogue, fort justement, il faut agrandir l'histoire, c'est-à-dire voir beaucoup plus large, et ne pas rester dans un récit national étroit, figé, impérial, mais au contraire avoir un récit qui corresponde aux défis d'aujourd'hui, qui sont les défis de la mondialisation culturelle. Donc agrandir l'histoire. Merci.